Vacances des députés togolais jusqu'en avril prochain. Quid des réformes politiques? C'est la question que nous posons ce soir à notre invité. C'est Jerry Komandega Tama, président du Nouvel Engagement Togolais, président du groupe parlementaire NET PDP. Jerry Tama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est toujours un plaisir, vous savez bien. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et actuellement, vous êtes en vacances. C'est vrai qu'on sait que les députés s'offrent généralement de longues périodes de vacances, mais est-ce que la vôtre, vous venez d'entrer, vous avez fait quelques sessions extraordinaires, est-ce que finalement elles ne durent pas trop ces vacances? Non, mais attention, parce que, je ne sais pas, il faut qu'on trouve une autre expression pour désigner cette période interparlementaire. Parce que l'expression de vacances parlementaires ne renvoie pas aux vacances telles qu'on les connaît dans la fonction publique ou à l'école où on ne fait rien. En réalité, la vacance parlementaire est une période qui est réservée aux députés, d'une part, pour retourner vers leur fief, pour travailler avec les populations, mais surtout pour travailler de fond sur des textes qui seront soumis quand la session parlementaire va reprendre, qui seront soumis. Parce qu'en réalité, quand vous prenez une commission comme la commission des lois, elle a tellement de textes qui lui tombent sous la main qu'elle ne peut pas, en période de session, travailler sur tous les textes. Donc, la vacance parlementaire ne renvoie pas à l'idée de période où on ne fait rien. Normalement, c'est une période qui est très étudieuse, qui est très industrieuse, où les députés travaillent. Maintenant, je dois aussi reconnaître que dans le cas particulier de ce début de législature, du moment où l'ensemble des commissions ne fonctionnent pas encore, oui, cette vacance-là peut être éventuellement associée à une période d'activité réduite. Mais il n'en reste pas moins, quand vous prenez notre cas, nous continuons à aller régulièrement sur le terrain, voir les populations. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes dans une période où nous préparons une nouvelle consultation électorale. Donc, les députés ne sont pas en réalité dans une période complètement d'arrêt d'activité. Alors, quand vous dites que les commissions ne sont pas complètement mises en place, qu'est-ce qui tarde? Pourquoi c'est si difficile de mettre en place des commissions parlementaires? D'abord, c'est qu'il n'y a pas de délai. C'est ça le premier problème. On sait que la Constitution, l'article 55, dit que l'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire le premier mardi du mois d'avril. Mais c'est l'une des rares fois où on a fait les élections à une période qui soit si éloignée de la rentrée parlementaire. En règle générale, on était supposé faire les élections au mois de juillet-août, et ce qui aurait permis normalement déjà à la rentrée d'octobre, donc avec un décalage maximum d'un mois, que à la rentrée d'octobre, les députés soient efficaces. Donc ça, il faut d'abord le dire. Le deuxième élément, du moment où il n'y a pas de délai particulier, il faut, pour mettre en place l'ensemble de ces commissions, puisque vous savez qu'en vertu de l'article 8 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les commissions, comme tout autre composant de l'Assemblée nationale, doivent refléter la composition et les différentes sensibilités. Donc, il faut que toutes les sensibilités puissent se retrouver. Et puis, il faut surtout, bien entendu, que tout le monde puisse faire des discussions, puisqu'il y a beaucoup de discussions de couloir. Si on doit limité uniquement aux forces en présence. Je rappelle à tous nos auditeurs que l'opposition aujourd'hui, sur 91 députés, l'opposition parlementaire ne représente que 14 députés. Les indépendants sont 18 et Unirait est représenté avec 59. Donc il y a beaucoup de compositions à faire. Je crois que nous sommes dans cette composition. Nous, au niveau du NET PDP, nous aurions souhaité qu'on puisse accélérer, mais à partir du moment où il n'y a aucun délai constitutionnel qui concerne la mise en place de ces constitutions, je crois que c'est ce qui fait que les consultations continuent, parce que justement, cette urgence liée à un délai n'existe pas pour le moment. Ça veut dire que vous ne vous mettez pas la pression, c'est ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas une grande pression, oui. Mais vous savez quand même que cette législature, elle est surveillée comme du lait sur du feu. Je ne vous apprends rien sur tout ce qui se dit sur les conditions d'élection, et on vous attend surtout au carrefour des réformes. Alors, les gens se disent, on nous a promis que ce sera le premier dossier à étudier, et depuis, rien. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que moi, j'aimerais bien que les gens nous rappellent, peut-être même au mois de mai, c'est-à-dire un mois après la rentrée parlementaire, en disant, écoutez, vous avez dit que dès que vous allez vous installer, vous allez commencer, et puis depuis, vous ne dites rien. Parce que pour le moment, pour qu'on puisse entamer le chantier des réformes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, dans un premier temps, installer la commission permanente, surtout la commission des lois. Dans un deuxième temps, il faut avoir sur le bureau de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale,
une proposition de loi ou un projet de loi. Les propositions de loi ont souvent le don de prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faut que ça aille au gouvernement, ça revienne. Ou bien alors, pour accélérer, nous, c'est ce que nous souhaitons, un projet de loi gouvernemental qui fasse que, en réalité, on puisse accélérer le processus. Quitte même à reprendre ce qui a été fait avec la commission de loi précédente. Mais, comme je l'ai dit, tant que vous n'avez pas de commission de loi qui existe, tant que vous n'avez pas un texte qui est posé sur la table, tant que vous n'avez pas une initiative gouvernementale, et tant que vous n'avez pas une session extraordinaire, parce que même si la commission se réunit après, il faut réunir une plénière pour faire le vote de ce que la commission des lois éventuellement aurait été. Donc, vous voyez qu'il y a jusqu'à 4 conditions qu'il faut remplir, mais ces 4 conditions peuvent absolument s'effacer dès que la session parlementaire va se mettre en place. Ce qui veut dire, pour le moment, il ne faut pas rêver. Avant la session, la loi, les réformes ne peuvent pas être faites, c'est ça? Non, il ne faut pas le dire. Ça peut s'accélérer assez rapidement. Vous avez vu quand il a fallu qu'on se réunisse pour écouter la déclaration de politique générale du gouvernement, ça s'est accéléré. Donc on peut en une semaine mettre en place les commissions, avoir une proposition de... un projet de loi du gouvernement, permettre à la commission de loi qui aurait été constituée de travailler en urgence, si bien entendu tout le monde est d'accord qu'il faut faire des minima sur la base de la proposition de l'expert de la CEDEAO, mais ça peut se faire même dans le mois, au cours du mois de mars, parce que bon, de ce mois-là, c'est pas encore perdu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la deadline, c'est que quel que soit le cas, à partir du 2 avril, la question, parce que vous savez, quand on ouvre une session, il y a l'ordre du jour de la session. Donc, les questions qui seront soumises lors de la session ordinaire seront bien entendu posées sur la table. Il faudra bien entendu que la conférence des présidents, donc ça veut dire qu'avant même que cette session ne s'ouvre, il faudra avoir une conférence des présidents. La conférence des présidents réunit qui? Réunit les vice-présidents, les présidents de groupes parlementaires et les présidents des commissions permanentes. Donc avant même que cette conférence des présidents se réunisse, il faudra bien entendu que les commissions soient mises en place. Donc quel que soit le cas, tout se fera avant le 2 avril. Mais il faudra bien entendu que tout ce monde-là puisse travailler et faire en sorte que on sache si à l'ouverture de la session du mois d'avril, la question des réformes sera mise sur place ou pas. Aujourd'hui, je suis président d'un groupe parlementaire. Je pense que je verrai bien entendu à ce que cette question-là, dans la mesure du possible, si elle ne figure pas, qu'elle y figure, parce que ça reste quand même une de nos priorités au niveau du groupe parlementaire NET-PDP. Mais est-ce que la question des réformes politiques n'est pas quand même tellement importante qu'il faut lui éviter cette lourdeur parlementaire? Non, pourquoi? Écoutez, vous savez, quand vous prenez aujourd'hui, quand on parle de réformes constitutionnelles, parce qu'il y a 3 types de réformes. Il y a les réformes constitutionnelles, qui sont aujourd'hui empaquetées. Hein. Ouais. On sait plus ou moins ce qui a été arrêté, parce que tout le monde a travaillé sur la proposition de l'expert sénégalais, donc limitation de mandat, élection de tour, et réforme de la Cour constitutionnelle. Quand vous prenez ces 3 éléments-là, au fait, vous regardez, vous vous rendez compte que ces 3 éléments-là concernent principalement l'élection présidentielle de 2020. Maintenant, après, les réformes institutionnelles, elles sont multiformes, le vote des Togolais de la diaspora, peut-être une révision du code électoral, éventuellement même un découpage électoral. Enfin, toutes ces questions sont des questions systémiques qu'il faut analyser en profondeur et qu'on n'est pas forcément obligé de faire dans la précipitation. Maintenant, la réforme de la politique, ça sont les réformes que j'appelle les réformes structurelles, qui sont beaucoup plus profondes, qui peuvent, sur la base de ce que la commission Awanana, par exemple, a eu comme élément sur le terrain, qui peut, bien entendu, concerner la révision de certaines de nos institutions, bien la mise en place de nouvelles institutions. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un haut commissariat aux droits des femmes, par exemple. Oui. Parce que nous trouvons quand même que dans notre société, les femmes n'ont pas la place qui leur revient, alors que nous avons quand même un ratio de 52% de femmes contre 48% d'hommes. J'aimerais peut-être aussi qu'on mette peut-être un haut commissariat pour la promotion des jeunes. On a un CNJ, mais qui n'est pas constitutionnalisé, et on peut mettre en place ces institutions-là. C'est ce que nous on envisage au titre des réformes politiques. Et elles sont plus en profondeur, et elles concernent la structure même de notre société. Donc, si vous prenez les réformes constitutionnelles, écoutez, tant que nous savons que les élections sont en 2020 et que, en réalité, leur priorité et leur importance étaient se révélaient dans l'optique de l'organisation des élections législatives, du moment où on n'a pas pu les faire. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, elles sont importantes parce que vous savez, au Togo, quand quelqu'un a des problèmes même de vente de ses kouloukouli au marché,
il vous dit que non, c'est parce qu'il n'y a pas de réforme. Quand quelqu'un ne trouve pas de boulot, il dit que c'est parce qu'il n'y a pas de réforme. Même quand on coupe le courant, on dit que c'est parce qu'il n'y a pas de réforme. Donc, il faut évacuer cette question de réforme pour libérer les énergies. Mais il n'en reste pas moins qu'en termes de priorité, aujourd'hui, nous pensons, nous en parlerons peut-être, ou bien dans une autre émission, nous pensons que la priorité aujourd'hui à l'organisation des élections locales. On va revenir sur les locales, mais tout le monde sait quand même que c'est la question des réformes constitutionnelles, institutionnelles et autres qui a cristallisé le débat depuis un moment. D'autres vous diront c'est la question du départ de M. Fournier Singbe. Est-ce que le Parlement, vous sentez dans vos collègues de la majorité cette volonté d'aller vite? Cette volonté d'aller vite, peut-être pas, mais cette volonté de faire la réforme, oui. Cette volonté de faire la réforme. Cette volonté de faire, on l'a toujours affiché, on l'a dit, le chef de l'État le montrait depuis, ça fait 14 ans qu'il le voit quand même. Je vais dire cette fois-ci, il y a quand même une nouveauté. C'est que lors des autres années, il y avait quand même l'opposition qui avait la minorité de blocage. Aujourd'hui, sauf si les indépendants se rallient à l'opposition parlementaire pour créer une minorité de blocage, aujourd'hui on peut estimer quand même que même si nous avons notre mot à dire, je rappelle quand même qu'on a 2 groupes parlementaires de l'opposition, il n'en reste pas moins que le blocage que nous pourrons constituer n'existe plus. Les 113 députés qu'il faut pour voter la Constitution, je pense que si on s'associe avec les indépendants, ceci est déjà acté. Et tout en sachant même que de notre côté, nous considérons qu'il ne faut plus ergoter, il ne faut plus vraiment chipoter sur des détails. Il faut aller rapidement aux réformes essentielles, limitation de mandat d'élection à 2 tours et recomposition de la Cour constitutionnelle, quitte sur les 4 prochaines années à voir en profondeur quelles sont les autres modifications qu'on peut faire sur notre Constitution. Donc pour ça, je pense qu'il y a une unicité de vision, mais quant à l'urgence, je l'ai dit tout à l'heure, pour par exemple convoquer une session extraordinaire, c'est soit sur demande du président de la République ou bien la majorité absolue des députés. Les députés de l'opposition n'ont ni la majorité absolue et à ce que je sache, jusqu'à ce que je vienne sur ce plateau, je ne suis pas encore président de la République. Ça viendra peut-être. Le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a évoqué que ces réformes seront faites, mais c'est la même chose qui est dite chaque fois qu'on fait les déclarations de politique générale. La nouvelle donne aujourd'hui, c'est que vous savez qu'à la veille des élections législatives, il y avait la commission des lois avait arrêté une mouture de révision et le quorum qui devait être atteint avec la présence des députés de l'opposition n'a pas été atteint. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés plus loin. Aujourd'hui, si on nous propose le même texte, nous on le prend en même temps en disant un tiers vaut mieux que 2, tu l'auras. Voilà, donc aujourd'hui, la question, là on va tester réellement le volontarisme du gouvernement et des députés de la majorité, c'est éventuellement au plus tôt, si on peut le faire au cours du mois d'avril, tant mieux. Mais au plus tard, on verra, comme je l'ai dit, dans l'ordre du jour qui sera présenté pour la session ordinaire, on verra exactement si la question des réformes figure au menu de cet ordre du jour ou bien il y a... Mais est-ce que, parce qu'on a vu aussi lors de cette déclaration de politique générale, votre groupe parlementaire a voté la confiance, est-ce que vous n'y êtes pas allé un peu trop vite quand on sait, et je l'ai rappelé, à chaque déclaration de politique générale, il y avait cette mention, mais on en est encore là à en parler? Écoutez, nous avons voté un vote de confiance en disant, écoutez, monsieur le Premier ministre, vous avez 15 mois. Et durant les 15 mois, on préfère quand même, en vous entendant, à partir de 2020, on préfère vous donner la confiance pour voir exactement ce que vous êtes en mesure de faire en 15 mois. Parce que, heureusement, quand même, qu'il y a une élection présidentielle en 2020. Et quel que soit le parti ou bien la coalition, parce qu'il faut bien le dire aussi, ne pas avoir de problème, qui sera victorieuse, on aura une nouvelle présentation des déclarations de politique générale en 2020. Donc nous avons pensé quand même que c'était aussi fair play que de dire, écoutez, nous on vient de rentrer à l'Assemblée, nous allons vous juger sur vos actes. Et donc nous vous donnons le quitus. Et à partir de là, nous avons une année pour vous jauger. Et si les réserves que nous avons soulevées, les réserves concernant les réformes, les réserves concernant la décentralisation, les réserves concernant la redevabilité des ministres, si tous ces points-là ne sont pas pris en compte, nous pourrons en ce moment-là avoir des raisons objectives plutôt, pour retoquer votre que ce soit lui ou bien une autre personne. Mais je pense que c'est la première fois qu'on travaille avec dans ce type de configuration. Nous avons dit oui. Et nous avons commencé à en avoir des résultats. Vous savez que, et suite à nos interventions, il y a eu une charte
de bonne conduite qui a été mise en place à l'endroit des ministres, parce que nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de redevabilité. On peut aujourd'hui mettre, même si ça ne sert à rien de tirer le drap sur soi, à l'actif des députés de l'opposition aujourd'hui, parce que c'est des questions que nous avons quand même soulevées en underground à l'Assemblée, la libération de beaucoup de prisonniers qui, malheureusement, n'ont jamais obtenu leur liberté, en dépit des manifestations, de certaines pressions qu'il y a eu par le passé. Donc, nous pensons que notre stratégie, on nous appréciera qu'au bout de 3 ou 4 ans. C'est encore trop tôt. Mais la stratégie de composer, de négocier, de faire du lobbying permanent, eu égard d'ailleurs au poids que nous avons en réel à l'Assemblée, c'est la seule chose qui nous reste, c'est de plutôt composer que de rester dans une attitude de bravitude qui ne peut pas être porteuse de résultats. De composer, de négocier, peut apporter des résultats pour peu que ces résultats-là soit pour l'intérêt supérieur du peuple togolais. Alors, Jerry Tama, est-ce que pour vous-même, au niveau du nouvel engagement togolais, les questions de réforme sont une question cruciale? Je vous pose la question parce que lors d'un certain nombre d'interventions sur des médias, on a lu des articles produits par des journaux qui semblent vouloir dire on peut aller au local sans les réformes. Oui, on peut aller au local. Même si c'est vrai, est-ce que c'est opportun de le dire? Non, mais écoutez, maintenant, après, je pense que chaque parti a une certaine... On respecte une certaine franchise que de dire non, on ne peut pas aller. Parce que c'est ce qu'on fait toutes les années. Vous entendez les gens dire pas de réforme, pas d'élection. Après, on dit finalement, bon, on peut faire une chose et son contraire parce que... Non, aujourd'hui, nous disons que les réformes qui ont été, je l'ai dit, empaquetées à l'Assemblée nationale avec la commission des lois, c'est limitation de mandat, élection à 2 tours, recomposition de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, les élections locales, elles sont sur des communes. Elles concernent des communes où il n'y a pas de question de limitation de mandat, où il n'y a pas de question d'élection à 2 tours parce que c'est des élections de liste, et où surtout l'instance chargée de connaître du contentieux électoral est plutôt la Cour suprême. Donc, quand vous prenez les éléments qui concernent les réformes constitutionnelles aujourd'hui, elles n'ont absolument aucun impact sur les élections locales. Mais maintenant, si vous me demandez, M. Tama, entre les élections locales et les élections et les réformes constitutionnelles, actuellement au jour J, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les élections locales. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2019 et que bientôt, on va commencer à nous parler des élections présidentielles. Donc, au lieu de rentrer dans une bataille de réforme où on sait que de toute façon, le gouvernement a pris un engagement devant la CEDEAO en disant on fera les réformes et tout le monde sait qu'on les attend à ce carrefour, mais disons aux gens, fonçons sur les élections locales, parce que si on dépasse le mois de juin ici, à partir du mois de juillet, les gens vont vous dire non, on prépare les élections présidentielles, donc on va encore reporter au calendrier. Alors que on ne peut pas parler de développement sans collectivité locale décentralisée. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il n'est pas aberrant à la situation actuelle de parler de quelque élection que ce soit au Togo sans écarter définitivement la question des réformes? C'est pour ça, même si elles ont un lien ou non. Je précise que quand on parle des réformes, par exemple, institutionnelles, bien entendu qu'elles ont un impact sur des élections comme les élections locales. Parce qu'on va peut-être revenir à la question de la composition de la CENI. On a entendu des gens qui ont voulu qu'on revoie la composition de la CENI. Si on doit revoir la composition de la CENI, il faut revoir le code électoral. Donc les réformes institutionnelles ont un impact sur les élections locales. Les réformes politiques, j'en ai parlé tout à l'heure, de nouvelles institutions. Nous, on aurait souhaité même que le découpage pour les élections locales tel qu'il est, nous trouvons qu'il n'est pas bon. Donc ça fait partie des réformes politiques. Mais quand nous parlons de réformes, dans notre entendement, c'est les réformes constitutionnelles. C'est là où nous disons que s'il y a à choisir au jour J, entre les élections locales et les élections et les réformes constitutionnelles, sachant que les réformes constitutionnelles, enfin, de notre entendement, seront mises en branle à partir du mois d'avril, mais qu'aujourd'hui, il faut absolument commencer à lancer le chantier des élections locales pour ne pas se retrouver dans cette situation interminable où on reporte toujours au calendrier avec les élections locales, sous le prétexte qu'il y a des élections qui sont constitutionnellement limitées, qu'il y a un délai pour les élections présidentielles, alors qu'on peut toujours reporter les élections locales. Donc voilà, c'est les élections locales. C'est pour ça que nous disons, écoutez, s'il faut attendre la rentrée parlementaire pour attaquer les questions de réforme constitutionnelle, c'est une bonne chose, c'est au mois d'avril, c'est dans un mois, mais commençons déjà à attaquer le chantier des élections locales. Le ministre dit que le ministre de la décentralisation dit
que le gouvernement s'engage à organiser les élections locales dans le premier semestre du mois de novembre et de l'année 2019. Donc avant juillet. Voilà, avant juillet, donc maximum fin juin. Mais si nous attendons, disons, allons nous retrouver à l'Assemblée nationale, réglons d'abord le problème des réformes constitutionnelles, qui n'ont pas d'impact direct sur les élections locales, mais nous allons nous retrouver dans cette situation où on va reporter. Alors qu'on peut se retrouver au mois d'avril et en une semaine régler le problème des réformes constitutionnelles, pendant que le chantier des élections locales est en cours. Pour nous, il n'y a pas d'antinomie dans cette question de commencer à préparer les élections locales, tout en sachant qu'on a un délai pour les réformes constitutionnelles. Alors, Jerry Tama, c'est vrai que depuis le début de cette émission, on parle réforme, élection. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au Togo, on parle trop d'élections? On a eu les législatives en fin 2018, on aura les locales 2019, on aura une présidentielle en 2020. On n'a que 2 ans où on fera que des débats. Elle dira, on nous a triché, on nous a pas triché, on se retrouvera encore en 2023 avec les législatives. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire des élections générales au Togo? Mais moi, nous avons toujours proposé des élections générales. Ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet de gagner le temps. Maintenant, après, quand vous prenez une élection comme les élections locales, dont on n'a plus connu l'organisation depuis 86, moi, j'aimerais bien quand même qu'on prenne le temps d'expliquer aux populations, parce que nous, quand on va à l'intérieur du pays aujourd'hui, quand on parle des élections locales, les gens vous regardent comme des martiens, parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Les dernières élections locales qu'on a organisées au Togo, c'est en 86. Vous imaginez, ça fait 23 ans ou bien 32 ans. 32 ans, ça fait beaucoup. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que pour ce qui concerne les élections locales, on peut se permettre quand même de faire l'économie d'une fusion, peut-être faire 5 ans. Au bout de 5 ans, quand tout le monde maîtrisera exactement comment ça s'organise, on peut faire peut-être en 2023, on peut faire des élections générales anticipées. Ou bien en 2025, on peut faire des générales anticipées pour ce qui concerne les élections locales, les élections législatives et les élections présidentielles. Beaucoup de pays, on a vu tout récemment avec le Congo, RDC qui a organisé des élections générales. Ça permet de faire des économies d'échelle et ça permet de gagner vraiment. Parce que finalement, on se rend compte qu'au Togo, les hommes politiques finalement restent perpétuellement en campagne. C'est-à-dire que 2019, on est en campagne, 2018, on est en campagne, 2020, on est en campagne, 2019, on sera en campagne. Et quand on va finir, à peine on va finir 2020, il faut commencer déjà à se propulser sur 2023. Donc voilà, c'est que finalement, on est tout le temps en campagne. Bon, c'est ce qui fait peut-être qu'on est de plus en plus pauvre au niveau des leaders de l'opposition. Alors, Jerry Tama, encore quelques minutes pour finir cet entretien. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous poser les questions sur l'actualité d'aujourd'hui. Programme national de développement lancé par le président de la République. C'est la panacée contre la pauvreté, le chômage, l'extrême misère? Il n'y a pas de panacée contre le chômage et l'extrême misère que l'industrie des hommes, des femmes qui habitent dans le pays et qui en réalité se mettent au service du développement. Le PND, c'est un programme, il est peut-être bien réfléchi, mais après, si on ne trouve pas les hommes à se mettre au service de ce programme, il connaîtra sans aucun doute le même sort que d'habitude. Aujourd'hui, nous avons assisté à la séance, j'ai vu un parterre de personnalités de haut niveau qui nous ont vendu le produit. Maintenant, après, c'est de voir si ceux qui vont servir ce programme ont réellement les épaules suffisamment solides pour le servir. C'est vrai que quand vous prenez les indicateurs macroéconomiques, on vous présente le Togo comme un pays émergent, ainsi de suite. Mais après, quand vous allez sur le terrain, vous n'avez pas trop vraiment l'impression, de façon empirique, que la situation des populations a changé. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État a bien pris le soin de le préciser qu'il n'y a pas de développement inclusif sans un développement, sans une marge d'avancer au niveau des plus pauvres. C'est-à-dire que si on dit que le pays a avancé et que les plus pauvres sont toujours pauvres, en réalité, ce développement-là ne sert à rien. Donc, peut-être la gageure aujourd'hui, c'est de voir si nous avons tiré des leçons. Je ne veux pas dire d'échecs, mais peut-être des insuffisants des autres programmes. On en a eu pas mal dans ce pays. Et peut-être si nous allons vraiment réussir à emballer tout le monde. Parce que pour moi, il n'y a pas de développement possible si tout le monde ne se sent pas concerné. Tant que tout le monde ne se sent pas concerné, vous avez des gens qui rament à compte courant, ce qui fait que la BAC n'avance pas. J'espère qu'au-delà de la présentation du programme qu'il est, que toutes les personnes impliquées, y compris même les députés d'ailleurs, vont pouvoir s'imprégner de ce programme et vont faire en sorte que toute la population togolaise s'imprègne du programme et comprenne qu'il n'y a pas de développement possible si l'ensemble des filles du pays ne se mettent
dans la dynamique. Et au-delà, beaucoup estiment que dans un pays où, par exemple, les autorités sont un peu frileuses sur la lutte contre la corruption, ce programme ne connaîtra aucun résultat probant. Je suis parfaitement d'accord. Il est évident que s'il n'y a pas de lutte assez acerbe contre la corruption, si l'enrichissement illicite ne connaît pas des poursuites, si on n'a pas une gouvernance économique plus rigide, il est évident que on va avoir du mal. Vous savez, il y a des ministres qui viennent de sortir du gouvernement, on parle quand même de la disparition de sommes assez importantes qui avoisinent les milliards. Si nous n'arrivons pas à le faire, on parle aujourd'hui de 4600 milliards, ben, il est évident que si nous ne faisons pas de l'orthodoxie financière et d'une rigueur au niveau de la gestion économique, eh ben, un des fers de lance de ce programme, de la mise en œuvre de ce programme, il risque de connaître le même sort que d'habitude. C'est vrai qu'il y a un haut commissariat de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite qui existe. Pour le moment, nous restons un peu sur notre faim parce qu'on aimerait quand même voir du gros poisson pris dans les filets de ce haut commissariat. Mais c'est quand même pour beaucoup de choses. Mais si on ne règle pas les règles de jeu, si les règles de jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais il y a que certaines personnes passent entre les filets et c'est souvent les personnes qui font échouer des projets, même pour un projet aussi ambitieux et aussi intéressant que le PND. D'autres voient dans un projet qui fait 2018-2022 une manière un peu pour les dirigeants actuels de se projeter au-delà de 2020 aussi. Ben écoutez, c'est de bonne guerre. Vous savez, quand le Premier ministre est passé à l'Assemblée, j'ai pris le soin de lui rappeler que les élections présidentielles auront lieu en 2020 et que nous vantons un projet qui allait jusqu'en 2022, même si on tient compte de la continuité de l'État, qu'il aurait été plus intéressant en ce qui nous concerne parlementaires, qui nous parle de ce qu'il fera dans les 15 mois. Mais bon, je pense que c'est de bonne guerre. Chaque régime politique et chaque parti politique essaie de vendre un parti et un projet qui inclut la période de fin supposée de son régime pour faire en sorte que les gens se sentent obligés plus ou moins d'accompagner le projet pour le permettre d'avoir les résultats quand il faudra avoir les résultats. Une pré-campagne ? Oui, bien sûr, mais c'est de bonne guerre, comme je le dis. Dans tous les pays, tous ceux qui sont au pouvoir utilisent des artifices pour commencer la campagne déguisée. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est à nous maintenant, acteurs politiques, de passer derrière pour casser tous les mythes qu'on montre pour dire que, voilà, écoutez, c'est comme je le dis souvent, quand vous allez au distributeur et que vous introduisez votre carte bancaire et que on vous sort l'argent, vous ne dites pas au distributeur merci beaucoup, parce que c'est votre argent. C'est aujourd'hui à nous d'expliquer aux populations que oui, il y a beaucoup de choses qu'on fait à votre endroit, mais ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, ce n'est que la résultante de ce qui vous revient de droit et vous devez pouvoir réclamer plus si vous savez exactement les ressources dont dispose votre pays. Jerry Tama, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause, après on passe à regard croisé.